Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. T'as un truc de changer, non? Ah ouais? Non, j'ai rien changé pourtant. Aujourd'hui, on va parler de la saison 5 de The Crown, la série sur la royauté anglaise qui continue, bien évidemment, malgré ces temps perturbés par le décès du prince Philippe et de la reine Elisabeth II. Paix à leur âme. Comme d'habitude, on va commencer par vous donner notre avis général sans spoiler la saison 5 rapidement. Donc, qu'en as-tu pensé? J'ai beaucoup aimé cette saison, même si je trouve que c'est la moins passionnante de la série. Il y a beaucoup de moments assez mous, des rappels du passé qui sont là normalement pour ajouter de l'émotion, pour nous faire revivre des choses, mais on a un peu l'impression que c'est là pour combler du vide, Et on s'y quelquefois. perd un petit peu. Voilà, les questions de la temporalité, je trouve que ce n'est pas assez bien géré. Le spectateur peut un petit peu se perdre rapidement. Ouais, ça couvre les années 91 à 97, il me semble, même s'il y a certains éléments qui sont pas présents de l'année 97, on y reviendra. C'est toujours très bien, hein, mais il y a un petit côté royalement chiant quand même. C'est peut-être dû à ces années-là, justement, où il se passe pas grand-chose. C'est aussi sûrement le cas dans la réalité. Mais j'ai toujours autant de passion à suivre les histoires de la famille royale. Je suis comme Stéphane Bern devant ma télé, avec ma tasse de thé et mes petits biscuits. Je l'ai trouvé agréable, mais je trouve qu'il y avait moins de moments impactants, comme on a pu en avoir dans les saisons précédentes. On est face à une reine Elisabeth II et à son époux Philippe vieillissant, et donc ça veut nous montrer tout le long que il y a tout un parallèle qui est fait avec le yacht de la famille royale, le Britannia, qui aurait besoin de réparation ou aurait besoin carrément d'être remplacé. Et c'est un peu l'idée du premier épisode, et ensuite le dernier épisode qui lui répond. Cette saison, comme tu le dis, elle va être centrée sur la modernisation, sur le fait un petit peu d'ajuster les anciennes traditions, d'ajouter plus de sentiments humains dedans et plus, voilà, de l'air du temps. Toutes les frustrations qui ont été refoulées, voilà, par ces anciennes traditions dans les générations précédentes, elles vont exploser avec cette nouvelle génération qui n'en peut plus, qui veut plus de place pour ses désirs, pour ses plaisirs, pour ses envies. Et comment ne pas se faire transporter dans l'univers de The Crown avec ce magnifique générique qui, à chaque fois, par sa puissance et sa symbolique, nous submerge d'émotions. Il est magnifique, ce générique. On va développer un petit peu plus nos propos en passant à la partie spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu la saison 5 de The Crown, cassez-vous, ouais. La saison 5, ouais, parfaitement. Cette saison nous parle de l'ère de John Major, donc un premier ministre qui arrive et puis qui repart à la fin de cette saison. Et puis c'est aussi des moments pas très faciles à vivre pour la reine, puisqu'il y a de nombreux divorces qui commencent à s'accumuler et à entacher un petit peu la famille royale et ses mœurs anciennes, on va dire. C'est une saison qui va graviter autour des questions sur la vieillesse. La reine écoute un peu la voix du peuple qui aimerait qu'elle abdique pour donner la place à Charles. Charles qui a une vision plus moderne des choses, même si voilà, il est rongé par ces traditions anciennes qui le rendent très, très violent parfois. Mais voilà, donc les questions de la vieillesse, pour la reine, elles vont être questionnées tout le long de la série, que ce soit par exemple la télé, qu'elle ne voulait pas changer et qu'elle est obligée de se moderniser, que ce soit par le bateau, que ce soit par ce château aussi qui brûle, Complètement. qui représentait toute sa psyché en fait, et tout part en fumée, et il va falloir un peu renaître de ses cendres. Et pour parler de vieillesse, justement, le changement d'acteur se ressent énormément, puisqu'on passe quand même d'une fin de saison 4 où les acteurs n'avaient même pas les cheveux blancs, et il y a quand même normalement juste une année ou quelques mois qui s'écoulent entre la saison 4 et la saison 5, donc là on se retrouve avec des personnages qui ont les cheveux blancs et qui, bon, ils auraient pu faire ça plus progressivement en grisonnant les cheveux des acteurs précédents, hein. Olivia Colman et... Ils ont juste pris un peu trop de soleil entre-temps peut-être. Voilà. Oui, c'est juste qu'ils ont voulu faire dans la tradition de The Crown en changeant radicalement d'acteur. Ouais, poursuivre dans cette logique de changer d'acteur toutes les 2 saisons. Et en parlant de ces acteurs, du coup, je trouve que ça passe plutôt bien, en tout cas, voilà, pour Imelda Staunton. Elle aura toujours l'aura de Dolores Ombrage qui flotte au-dessus d'elle. Ah oui. Alors là, c'est une version beaucoup moins expressive de ce qu'on a l'habitude de voir chez elle, hein.
Bon, c'est normal, c'est la reine d'Angleterre, mais j'aurais quand même aimé un petit peu plus de mouvement sur son visage, on va dire, peut-être parfois, parce que bon, ça a beau être la reine d'Angleterre, j'imagine elle est capable de s'énerver comme nous et qu'elle va aux toilettes comme tout le monde. Paix à son âme. Après, même dans l'intimité, ça avait l'air d'être une femme dans la retenue. On ne saura jamais vraiment quelle était son intimité au final. Mais voilà, ça va dans cette logique de prendre de l'âge aussi. Et on a cette reine qui traverse un petit peu ce moment de désidéalisation, c'est-à-dire que son propre fils, ses propres enfants lui rappellent un peu la réalité, qu'elle n'est pas toute puissante au final sur leurs propres décisions, et même le peuple. Donc elle se prend un petit peu en pleine poire tout ce qui s'est passé autrefois, même sa sœur, voilà, qui lui... Dans un bel épisode, voilà, où elle lui rappelle qu'elle l'a privé de l'amour de sa vie. Bah oui, avec le retour de cet amour d'ailleurs. Voilà, parce que je parlais un petit peu des retours du passé qui viennent un petit peu combler le vide, mais là c'est quand même un élément qui vient faire écho au personnage, et c'était un moment assez émouvant de voir qu'elle se retrouve avec cet homme et qu'elle se dise, voilà, j'ai loupé toute une vie avec lui par décision de ma sœur pour faire bonne figure, pour bien être vue. Et sa sœur, du coup, la reine en souffre également, hein, puisque maintenant c'est beaucoup plus commun de divorcer, et ça commence à être accepté, donc voilà, c'est aussi dans cette logique de modernisation. Puis il y a un petit peu quelque chose de refoulé chez cette reine, avec tout le monde qui lui dit « Oui, toi, avec Philippe, t'as vécu une belle vie, tout ça », et on sent dans son regard que elle avait quand même eu des difficultés avec lui, et qu'elle avait renoncé au divorce en passant outre des infidélités, tout ça, et qu'au final, elle fait mine un petit peu d'avoir sacrifié les choses pour l'honneur, mais elle a un petit peu aussi ce regret en elle de se dire est-ce que si j'avais pas un peu tout lâché, j'aurais pu moi aussi vivre la vie que je voulais en fait. Elle a un petit peu cette frustration aussi, de refuser un peu aux autres ce qu'elle aurait voulu pour elle-même. Son rang royal lui interdit plus de choses, ce que lui rappelle sa sœur. À un moment, elle lui dit vous autorisez des choses à Anne et aux autres le divorce, alors que moi non, alors que j'avais pas du tout accès au trône, parce qu'elle est quand même plus dure avec Charles par rapport au divorce, tout ça. Ouais. Et on se retrouve avec des personnages, que ce soit Elisabeth ou Margaret, qui se retrouvent à donner des noms d'alcool à leurs chiens. Hein. Comme elles le disent, ça en dit beaucoup sur nous. On retrouve un Philippe, quant à lui, beaucoup plus posé par rapport à ce qu'on a connu dans les premières saisons. Outre cette histoire de compagnonnage et sa passion pour les calèches, c'est ça ? Ce qui est assez marrant du coup avec les différents acteurs qui ont interprété Philippe au fil des saisons, c'est qu'ils ont tous maintenant joué dans Game of Thrones et sa série dérivée House of the Dragon. Bon, je trouve les ressemblances un peu approximatives là pour les acteurs de cette saison 5, surtout pour Charles, hein, et d'ailleurs l'acteur lui-même s'en est moqué, il était un peu en mode pourquoi moi ? Et il a d'ailleurs failli refuser le rôle à cause de ça. Bon, finalement il l'interprète très bien, hein. Et petite anecdote, du coup, c'est son vrai fils qui joue William, l'acteur. Oui, voilà, au-delà de la ressemblance physique, il y a l'acting qui peut rattraper tout ça. Mais bon, là, c'est vrai qu'on jouait vachement dans The Crown avec les ressemblances, et parfois, comme pour Diana, c'est ressemblant. Oui. Diana, vraiment, quand on compare les images, il y a une forte ressemblance physique. Oui. Mais pour Charles, c'est vrai que là, on se questionne un petit peu. Et puis, il a pris un gros coup de vieux comparé à Diana. Bon, faut dire qu'entre les actrices qui interprètent Diana entre la saison 4 et la saison 5, il n'y a que 6 ans d'écart. Est-ce que ça valait vraiment le coup de changer ? C'est ça, c'est la tradition de changer d'acteur en fait. Pour ce couple Charles-Diana, je préférais quand même leur version de la saison 3 et 4, personnellement. Voilà, ils ont eu beaucoup de récompenses et ils le méritaient, en tout cas. C'est possible que ceux-là en aient aussi, d'ailleurs. On a une mise en scène par moments intéressante, mais quand même assez classique. Alors là, j'ai préféré quand même le film Spencer au niveau de son style qui est très marqué, qui est sorti en début d'année sur Amazon Prime, que pas beaucoup de gens ont aimé, j'ai l'impression, parce qu'il nous montre un aspect beaucoup plus négatif de Diana, mais au moins voilà, il a ce style très marqué. Oui, Spencer, je pense fortement qu'on va revenir sur ce film dans nos tops et on pourra vous en dire plus en détail, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce film. Toi aussi, ouais. Parmi les passages que j'ai trouvé quand même très marquants, il y a cette interview qu'a fait Diana à la télévision, à la BBC, et puis aussi cette discussion qu'ont elle et Charles après leur divorce. Alors je sais pas si c'est réellement passé comme ça, hein, je pense pas, mais voilà, j'ai trouvé ça percutant. Moi, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est la scène d'exécution de la famille Romanov, où on voit toute la cruauté de cette scène, parce que bon,
qu'importe dans quel cas on est dans l'histoire, c'est quand même très violent. Ils ont pas été pudiques, hein, ils y sont allés fort au niveau de l'assassinat. Et qui est mise en parallèle avec une réelle scène anti-chasse, et bon, il fallait avoir les couilles de mettre ça en parallèle, quoi, avec la tuerie qui est effectuée contre les Romanov, et en même temps la partie de chasse de la famille royale de l'époque. Ils avaient déjà fait un peu ce parallèle à un moment, je crois que c'est dans la saison 3 ou 4, avec un repas de Noël où ils suspendent, je crois que c'est dans la 4, hein, où ils suspendent du gibier par le cou en mode c'est sympa Noël. Il y a un épisode assez intéressant sur l'ascension de la famille Al-Fayed de l'Égypte à Windsor. Ce que je peux moi reprocher, c'est très intéressant de voir cette famille-là, mais si tu sais pas ce qui se passe ensuite, tu te dis pourquoi on me montre ces personnages en fait. C'est ça, en fait, ça va faire le lien après. Tu comprends plus tard, quoi. Mais c'est vrai que si tu n'as pas des connaissances un petit peu de la famille royale, tout ça, et de cette histoire-là, tu peux un peu te perdre et te dire qu'est-ce qu'on me raconte. Mais déjà, rien que le parallèle qui est fait avec le père et Diana qui discutent, on voit clairement qu'en fait, qu'importe ce que tu vas faire, qu'importe ton ascension, qu'importe tes valeurs humaines pour Diana et lui son argent, aux yeux de la reine, tu n'auras jamais forcément autant de valeur que quelqu'un qui a du sang royal. C'est le sang qui compte. Parce que tu vois clairement que la reine ne veut pas s'approcher de cet homme, qu'elle doit se méfier, et que Diana a eu beaucoup de mal aussi à se faire accepter par cette famille. Même si j'ai adoré le discours qui est entre Diana et la reine à un moment vers la fin où on voit vraiment ce qui désunit et ce qui rapproche aussi ces deux femmes. La reine qui lui dit en clair, elles ont chacun leur point de vue. Diana s'est sentie repoussée, rejetée. La reine, elle a pas eu l'impression qu'elle venait vers elle plus que ça et qu'elle s'est plus confiée aux médias, ce qui l'a forcément énervée. Donc forcément, ça fait directement une rupture parce que la reine est très froide et très occupée aussi. Occupée, voilà. Même si elle aurait pu prendre plus de temps pour sa belle-fille, mais bon, ça c'est un autre discours. On sent clairement tout le long de cette saison que le pouvoir de la couronne est en train de s'affaiblir, que la modernisation est en train de prendre le pas dessus, et que c'est très difficile pour les anciennes traditions et pour la modernité de trouver un alliage ensemble, d'avoir une homéostasie. Et c'est le cas dans tout le Commonwealth. J'apprécie aussi le discours à un moment où on dit que tous les gens originaux et sensibles dans la famille royale ont été broyés par le pouvoir, que ce soit Margaret ou Diana. Voilà, après moi je connais un peu l'histoire de la famille royale parce qu'elle a été retranscrite en gros par les médias, par quelques émissions. Je suis pas experte en histoire sur ça, j'ai pas lu plein de romans. Ça m'intéresse, mais surtout voilà par la sphère de The Crown et par quelques éléments. Et justement, moi je connais pas beaucoup, donc du coup pour moi aussi c'est intéressant parce que je découvre les choses à chaque épisode. Voilà, donc si on se réfère un peu à des historiens comme Stéphane Bern qui adore la famille royale, hein, il dit que par exemple William n'apprécie pas trop la série parce qu'elle donne une mauvaise image de ses parents. On peut comprendre aussi parce qu'on n'aime jamais qu'on dise du mal de nos parents, c'est humain. D'ailleurs, c'est celui pour lequel on a le plus d'empathie au final, cet enfant, parce que il souffre au milieu de tous ces conflits d'adultes. Et ça doit pas être simple. On souffre aussi pour Diana, on souffre pour beaucoup de personnages. Et voilà, Stéphane Bern a dit qu'en clair, Charles n'avait pas été aussi proche de Camilla entre le mariage et la naissance de Harry. Oui, tout ça est romancé et amplifié. Voilà, pour qu'il y ait un peu plus de drama, pour qu'on puisse... Je pense que voilà, faut pas prendre ça non plus pour un documentaire, quoi. Mais il y a des choses qui se sont passées, qui ont été retranscrites dans la parole de Diana, que ce soit par cette interview. Donc après, c'est de l'histoire, hein, tout est retranscrit par des personnes, par plusieurs témoins. Mais voilà, en tout cas, il y a eu une grande souffrance chez Diana, il y a eu des choses qui n'ont pas été écoutées chez elle, et je pense que c'était une personne trop sensible aussi pour la famille royale, parce que c'est un milieu très très froid, très très dur, et elle, on voit que elle était très artistique, très sensible, et trop humaine en fait. Hein. Voilà, et je pense que la pauvre, elle s'est faite broyer par cet univers-là qui ne lui correspondait pas du tout en fait. Dans cette saison, on se questionne aussi sur qu'est-ce qui fait tenir un couple, qu'est-ce qui fait tenir un mariage, avec Philippe qui a des conversations avec Elisabeth. 48 ans de mariage, à ce moment-là. Et voilà, ça questionne la vision de tout le monde sur son couple. La musique est toujours aussi sublime, elle met vraiment en valeur les scènes les plus
impactantes. Et puis on va peut-être maintenant parler de la fin de cette saison, qui par contre pour le coup n'est pas très impactante. Hein. Bon, on s'attendait à ce qu'ils finissent par, spoilers, le tragique accident de Diana. Et non, apparemment ce sera pour le début de la saison 6. C'est la saison 6 qui devrait être la dernière, hein, puisque les showrunners se sont exprimés et ont dit que, par respect pour la royauté, ils préfèrent qu'il y ait à chaque fois 10 ans de décalage au moins entre ce qui est relaté dans la série et la réalité. Je comprends ce choix de ne pas avoir terminé la saison par la mort de Diana, mais bon, du coup il faut avouer que c'était un peu chiant, quoi. Tu veux de la mort, toi, en fait. Il est horrible, ce type. Mais non, je voulais qu'elle meure, moi. Ça va être étrange de commencer par ça. Je pense. C'est ça que je veux dire, la prochaine saison. T'as trop regardé House of the Dragon, en fait. Tu veux de... Ouais. Tu veux des dragons dans The Crown, en fait. Ça manque... C'est vrai qu'on passe de House of the Dragon à ça. C'est vrai que ça manque un peu de dragons. Ça manque un peu de... c'est un peu pareil, mais... Fire and Blood. Oui, c'est la réalité. Au lieu d'avoir des dragons, on a des corgis. Ils sont très mignons, en tout cas. Oui. Moi, à chaque fois, c'est mon coup de cœur. Hein. Dès que je les vois dans une scène, je fais « Oh !» Ils pourraient faire une série, un spin-off sur eux. Bah oui. Pourquoi pas. Ouais. Voilà, il n'y a plus qu'à se dire dans un an ou un peu plus pour la saison 6. Et lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à la prochaine. On vous fait des poutous royaux, et comme diraient nos amis britanniques, God save the Queen.